Caroline. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Caroline, tu es une militante féministe, tu es cofondatrice, tu as cofondé le mouvement Nous Toutes. Hier, c'était une journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes et dans la même journée, il y a eu au moins deux événements importants qui se sont révélés un peu comme une mauvaise ironie compte tenu de la journée de mobilisation contre ces violences faites aux femmes. Tu vois lesquelles ? Il y a eu l'annonce du gouvernement qui prévoit la mise en concurrence du 3919. Donc ça fait partie des annonces. On va y revenir, bien sûr. Ouais. Et la deuxième, c'est que les chiffres des violences sont toujours très importants. Donc, mais ça, c'est une nouvelle qu'on a tous les jours de l'année. Alors, dans la mauvaise ironie, moi, j'y avais vu la mort de Diego Maradona, émotion dans le monde entier, à juste titre, une actualité qui a pourtant fait disparaître un peu l'actualité de la mobilisation contre les violences faites aux femmes, alors qu'il a lui-même été accusé par le passé de violences conjugales. On en parle, on n'en parle pas. Est-ce qu'on sépare l'homme du footballeur ? Ouais, c'est toujours compliqué quand il y a une icône d'un sport ou d'un art qui décède. C'est toujours difficile à ce moment-là de parler des violences qu'il a commises parce que c'est un mélange. Évidemment, il y a énormément d'émotions dans la société. Après, ce que moi je trouve aussi intéressant, c'est à quel point on va oublier ça quand on va faire l'historique de ces personnes, quand après l'émotion, il va y avoir des articles sur leur vie, sur ce qu'ils ont fait, pas fait. Et là, en général, la question des violences va être complètement effacée. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le communiqué de presse de la présidence de la République. On va poser une question là-dessus. Parce que le dernier paragraphe est particulièrement parlant. C'est-à-dire que le président de la République parle de ceux qui collaient des vignettes Maradona dans les albums Panini, de ceux qui ont négocié avec leur compagne pour que leur fils s'appelle Diego, de ceux qui ont vibré devant l'écran. Voilà, je ne sais pas ce que les championnes de foot pensent de ce type de communiqué de presse, mais c'est assez symptomatique de la façon dont la question, les femmes en général et la question des violences que subissent les femmes est complètement absente en fait de l'agenda politique actuel. Qu'est-ce que c'est de manière profonde justement ce communiqué, parce qu'effectivement nous aussi on a tiqué sur cette phrase à tous ceux qui ont tenté de négocier avec leur compagne pour baptiser leur fils Diego. Qu'est-ce que ça dit de la parole présidentielle ? C'est une absence de prise de conscience. Tu parles souvent, il faut essayer d'éveiller davantage les consciences, que les gens prennent davantage conscience de la domination masculine, du côté très viriliste aussi de la société et notamment du monde du football. C'est quoi ? C'est une non-compréhension, une non-appréhension de ces enjeux-là, ou est-ce que vraiment il y a un déni ? Ouais, je pense que le président de la République est vraiment à des années-lumière de comprendre la problématique. On l'a vu d'ailleurs encore récemment, parce qu'il a quand même parlé de la République en disant que la République n'est pas une bonne fille qui se laisse violer. Ouais. Donc, c'est lui aussi qui avait dit, j'ai eu une explication d'homme à homme avec un de ses ministres. En fait, le mec, il ne faut peut-être pas dire ça, le président de la République, et à des années-lumière de comprendre les problématiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, non seulement ça ne l'intéresse pas, mais en plus, il n'est absolument pas sensibilisé sur le sujet. Et c'est assez étonnant quand même pour un président de la République qui s'est présenté comme quelqu'un de moderne, genre le nouveau monde, je ne sais pas quoi, que cette question de l'égalité femmes-hommes qui fait quand même partie des grands mouvements sociaux de ces dernières années. C'est-à-dire que quand on regarde le monde, je ne parle même pas que de la France, mais le monde de ces dernières années, il y a la question du climat, il y a la question du racisme et il y a la question du féminisme qui ont émergé sur la scène internationale de manière ultra forte, en fait, ultra bruyante. Et le fait que sur ces sujets-là, ils soient complètement en décalage, ça donne vraiment un sentiment d'un vieux monsieur d'un monsieur d'un autre siècle, en fait. Ce n'est pas les seuls sujets sur lesquels il est complètement à l'ouest et complètement en décalage. Oui, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a d'autres sujets sur lesquels ce n'est pas qu'il est à l'ouest, c'est qu'il est de droite, voire d'extrême droite. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, vous voyez, sur la question On peut être féministe et de droite ? Alors moi, je donne pas de tampon de féminisme ou de cachet de féminisme. Donc quelqu'un qui se dit féministe, je pars du principe que la personne est féministe. Après, on peut être féministe de plein de manières différentes et avoir des désaccords très importants au sein des mouvements féministes, au sein des courants de pensée féministes. Mais ce que je trouve assez intéressant cette question-là, c'est que par exemple sur la question du droit du travail, ou sur la question du chômage, ou sur la question de la santé, ou sur la question des libertés publiques, Emmanuel Macron mène une politique de droite, voire d'extrême droite. C'est très clair. Bon. Et c'est assumé de sa part. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une part de conviction de sa part. Sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes,
en fait, ce n'est pas qu'il mène une politique de droite, c'est qu'il ne mène pas de politique. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à cirer. Ce n'est pas dans son univers, en fait. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est différent, résultat, parce que lorsque moi, je vais me battre sur les mesures qu'ils prennent en matière de droit du travail, par exemple, on va confronter des opinions, on va être dans un débat politique. Donc, aujourd'hui, il a le pouvoir, il met en place des politiques. Moi, je vais me battre pour qu'il n'écarte pas le pouvoir et qu'il y ait des personnes qui mettent en place d'autres politiques. Sur la question des violences, c'est très déstabilisant pour une militante féministe. Parce que vous lui dites, Emmanuel Macron, vraiment, les violences, c'est hyper grave, c'est hyper important de lutter. Il fait, oui, oui, c'est important. Et puis, il passe à autre chose. Et donc, vous n'avez pas d'accroche. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la possibilité d'avoir un débat politique sur le sujet avec lui parce qu'en fait, il s'en fout complètement. Alors, il y a un deuxième truc qui a un peu entaché la journée d'hier, cette journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes, c'est les violences policières, précisément sur des femmes qui manifestaient à Nantes. Comme l'historienne Laurence Decoq, est-ce que tu te dis qu'il aurait été vraiment dommage de se priver du plaisir de violenter des femmes qui manifestent contre les violences faites aux femmes? Je pense que là encore, pour moi, c'est pas tant une. Alors peut-être qu'on ne sera pas toutes d'accord entre nous avec les militantes féministes, mais je ne suis pas sûre que ce soit une problématique uniquement du mouvement féministe. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans un pays qui est en train dans lequel le pouvoir a complètement abandonné à la police et aux forces de l'ordre, a laissé la violence s'exprimer parmi les forces de l'ordre sans cadrer rien du tout. Didier Lallemand est pour moi l'incarnation de ça. C'est-à-dire qu'on met comme préfet de police un homme qui est connu dans les services de l'État pour avoir des comportements violents avec ses collaborateurs et ses collaboratrices. Donc voilà, il a des comportements violents au travail et des comportements violents qu'il va appliquer en fait dans la façon dont il met en place des politiques publiques, là en l'occurrence des politiques de maintien de l'ordre ou de sécurité. Et donc, je ne suis pas sûre que ce soit uniquement lié à la question des mouvements féministes. Et d'ailleurs, les mouvements féministes ont été criminalisés, ont été pénalisés, ont été victimes de violences plutôt plus tard, en fait, dans l'histoire du pays. C'est-à-dire que les premières violences policières, elles ont lieu dans les quartiers populaires. Ensuite, on les a vus apparaître dans l'espace public au moment de la loi travail, d'accord ? La question des violences que subissent les mouvements féministes, c'est plus tard en fait. Les premières images choquantes qui ont émergé dans l'espace public, c'était le 8 mars de l'année dernière lors de la manif de nuit. Voyez ? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu avant, hein. Je dis simplement qu'on voit là un glissement en fait. C'est-à-dire que les violences policières, les violences commises par les forces de l'ordre et donc en fait par l'État de fait, elles vont petit à petit s'étendre en fait à toutes les couches de la société. Et les mouvements féministes qui étaient plutôt protégés de ça. On l'a vu d'ailleurs en 2018, la première grande marche Nous Toutes, elle se mène en même temps que la marche des Gilets jaunes. Il n'y a pas une violence ou quasiment de mémoire, pas une violence policière dans la marche Nous Toutes, alors qu'il y a déjà des violences policières dans les manifs des Gilets jaunes. D'accord ? Et ce n'est pas qu'une question de comportement des manifestants ou des manifestantes. On le voit bien là sur les militantes féministes, c'est-à-dire que la manif soit pacifiste ou pas, on l'a vu à République également avec les exilés qui ont été très violemment réprimés. La question du niveau de pacifisme de la manifestation n'est pas le sujet en fait. Il y a des violences maintenant policières quasiment partout, dans tous les mouvements sociaux, quels qu'ils soient. Hier, Emmanuel Macron s'est adressé aux femmes dans une vidéo qu'il a postée sur le site de l'Élysée. Il dit vouloir endiguer les violences faites aux femmes et que c'est la grande cause du quinquennat. J'imagine que le compte n'y est pas pour toi, mais quand même, sur un point précis, il assure que les femmes ne se retrouveront plus jamais seules si elles claquent la porte de leur domicile. Elles trouveront même un hébergement, assure-t-il. Il dit qu'il va y avoir 1000 places ouvertes cette année, 1000 autres places ouvertes l'année prochaine. Ça résonne un peu comme la promesse des sans-abri ou est-ce qu'il y a une vraie évolution sur ce point ? Alors, d'abord, il y a une évolution sur la question des violences. Et les pouvoirs publics sont quand même pas complètement à l'abri du mouvement social et des transformations sociales de la société. C'est-à-dire et ça, on le voit, c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus qu'avant des mobilisations sur ces questions-là. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Pendant le confinement, le fait que les violences au sein du couple soient devenues, je parle du premier confinement, un sujet majeur quand même de préoccupation dans l'espace public, ça a eu des conséquences dans les politiques publiques. Un exemple tout bête que moi j'ai vu dans mon travail, il y a un grand ministère qui embauche des dizaines de milliers d'agents, qui a demandé à ce qu'on réalise une vidéo pour tous les managers pour leur expliquer comment, si une de leurs agentes était victime de violences conjugales, donc pas de violence au travail, là on parle d'un autre sujet, hein, donc en gros ça ne les concerne pas directement en fait, parce que ça ne concerne pas le travail, mais c'était quand même un tuto vidéo qui avait vocation à expliquer aux managers comment réagir s'ils estimaient qu'une de leurs agentes était victime de violences au sein de son couple, donc dans sa sphère privée.
comment détecter ça, comment accueillir la parole, comment orienter. Et ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que jamais aucun ministère, même aucune entreprise, n'avait réalisé ce genre de tuto de prévention et de formation des managers. Donc, on voit bien quand même que les pouvoirs publics ne sont pas complètement en fait, déconnectés de ce qui se passe dans la société. Ce qui est assez intéressant, enfin intéressant c'est un mot, ce qui est assez flippant en fait, c'est de voir le décalage. Le décalage entre le mouvement social qu'on voit depuis MeToo, les mouvements sociaux qu'on voit émerger depuis MeToo, la demande sociale d'égalité, c'est-à-dire que les Françaises, les Français, les citoyens et citoyennes, les habitantes et habitants de ce pays, plus que jamais, sont demandeurs de lutter contre les violences et de faire disparaître les violences sexistes et sexuelles. Et à côté, donc ça monte. Et à côté, l'ampleur des politiques publiques qui est complètement en décalage. C'est-à-dire que ça bouge un peu, mais ça bouge tellement pas suffisamment. Et puis, sur la vidéo d'Emmanuel Macron, il y a quand même un truc qui est très, très intéressant. Encore une fois, c'est un mot poli, en fait, qui est complètement déprimant. Et qui montre à quel point il ne comprend rien, quoi. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il passe quand même sa vidéo à expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles parlent. Mais genre, en fait, les femmes, elles parlent. Depuis des décennies maintenant, les recherches scientifiques, sociologiques, montrent que les femmes parlent lorsqu'elles sont victimes de violences. Le problème, c'est qu'on ne les entend pas. Et avoir un président de la République, moi, je me suis dit, waouh, il fait une vidéo, c'est pas mal. Bon, c'est cool, un président de la République qui parle des violences, c'est important. Bon. Et j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, mais c'est totalement contre-productif. Il explique aux femmes qu'en fait, si elles sont victimes de violences, parce que c'est ça qu'il dit, c'est que c'est quand même un peu de leur faute, c'est qu'elles n'ont pas parlé assez fort. Mais c'est grave de dire ça. C'est totalement contre-productif. Et ça montre encore une fois à quel point et Emmanuel Macron et son entourage ne sont pas formés sur le sujet. Parce que, bon, à la rigueur, que le président de la République ne soit pas au taquet sur tous les sujets, moi, je veux bien l'entendre. Bon. Mais genre, il a des conseillers, des conseillères quand même. Il y a une ministre. Formés sur le sujet. Il y a une ministre. Il y a une ministre qui devrait être formée sur le sujet. Bon, bah, alors, tu as écrit une tribune avec d'autres dans Le Monde, tu en as un peu parlé tout à l'heure, pour dénoncer la mise en concurrence du 3919 qui existe depuis maintenant 1992 et qui a un numéro de téléphone gratuit et anonyme pour les femmes victimes de violences. Quel risque prend le gouvernement à mettre en concurrence cette ligne téléphonique ? Alors, déjà, comment ça marche aujourd'hui? Le 3919, il est géré par une association qui s'appelle Solidarité Femmes et qui reçoit chaque année de l'État une subvention pour assurer en fait un service public, ce numéro de téléphone gratuit et anonyme. Je rappelle, il est ouvert 24 sur 24. Alors, il est ouvert tous les jours de 9h à 21h. Ouais. Et là, l'objectif, c'est de faire passer 24-24. Donc, bonne idée, ça fait des années qu'on demande. Je rappelle qu'on est la France, hein, une des plus grandes puissances mondiales, et qu'on n'a pas de numéro de téléphone pour les femmes victimes ouvert 24h sur 24, ce qui est quand même un peu inquiétant. Donc, on va le faire passer, le gouvernement a décidé de le faire passer 24-24, ça c'est très bien. Sauf que leurs juristes leur ont expliqué que s'ils voulaient passer 24-24, ils ne pouvaient plus passer par une subvention. Alors, personne n'a encore compris pourquoi. Hein. Les juristes de l'association Solidarité Femmes ont montré qu'en fait, c'était une fausse information. Mais donc, le gouvernement a décidé de passer par un appel d'offres, donc en fait, une mise en concurrence. Comment ça fonctionne? Il publie un document qui dit, voilà, on a besoin d'un numéro de téléphone ouvert 24 sur 24 et n'importe quelle entreprise peut se positionner pour répondre à l'appel d'offres. Alors, devant la mobilisation, ils ont précisé que c'était des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est assez large en fait, hein, comme champ, et ça peut aller très très loin dans pas très économique, social et solidaire en fait. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les entreprises et les associations qui le souhaitent vont répondre à l'appel d'offres, donc vont publier une offre. Et comment ça se passe un appel d'offres? On juge sur 2 critères. Le critère de fond, donc est-ce que la qualité de service va être bonne, et le prix. Et comment vous faites pour rendre un numéro de téléphone le moins cher possible? En fait, vous passez le moins de temps possible au téléphone. Ça veut dire qu'on va mettre en concurrence et qu'on va tirer vers le bas la qualité du service public qu'est le 3919. C'est incroyable en fait comme décision. C'est complètement, encore une fois, contre-productif. Tu sais, on parle souvent dans la mobilisation, dans les grandes révolutions qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, même il y a les mobilisations sur le climat. On a beaucoup parlé d'inaction climatique du gouvernement. Il y a même une pétition avec plus de 2 millions de signataires. Est-ce qu'on peut parler d'inaction en matière de violence, en matière d'action contre les violences faites aux femmes? Alors, c'est difficile de parler d'inaction parce qu'il y a quand même des actions qui existent en fait depuis très longtemps et le gouvernement actuel continue à mener les actions qui existent depuis longtemps. Par exemple, il y a chaque année 3000 femmes en France qui bénéficient de ce qu'on appelle une ordonnance de protection, c'est-à-dire un dispositif qui leur permet d'être protégées, qui permet de faire en sorte que le conjoint ne s'approche pas. D'accord ?
Donc 3000, ce n'est pas zéro. On ne peut pas parler d'inaction. Bon. En Espagne, où ce dispositif a été créé juste avant qu'on le crée en France, ils en délivrent plus de 20 000 par an. 20 000, 3 000. Donc, ce n'est pas de l'inaction, mais c'est un manque d'ambition absolument fascinant quand on regarde la réalité des violences. Pareil sur la question des hébergements. Il y a des hébergements en France pour les femmes victimes. On est quand même encore, même avec les places qu'ils ont annoncées, on n'a toujours pas vu les places qui ont annoncé avoir été créées en 2019 et en 2020, on ne les a toujours pas vues. Bon. Donc, ces places-là, elles ne permettront pas d'atteindre le seuil minimal défini par l'Union européenne. On n'est quand même pas dans des trucs genre hyper radicaux. Bon. Juste l'Union européenne donne un seuil et on est encore en dessous. Bon. Donc, on voit bien, ce n'est pas un problème, ce n'est pas tant qu'il ne se passe rien, c'est que ce qui se passe ne permettra pas, n'est pas à la hauteur pour en finir avec les violences. La question qu'on se pose quand on met en place une politique publique, c'est est-ce qu'elle est efficace ? Aujourd'hui, les politiques publiques menées contre les violences ne sont pas efficaces pour en finir avec ces violences-là. Et on parlait d'un sujet tout à l'heure, pardon Palo, mais on parlait des formations notamment tout à l'heure. Ça fait, j'ai l'impression, des années qu'on parle de la formation des policiers. Là, quand même, là-dessus, sur l'accueil des plaignantes, des femmes qui viennent porter plainte, il y a une évolution notable ou pas? Ou on est encore très très loin d'un accueil digne des femmes qui font le pas de poser plainte? Alors, d'abord, ce qui nous manque en matière de violence, c'est quand même beaucoup de données. Par exemple, sur l'accueil des femmes en commissariat et gendarmerie, on a un pauvre audit fait par le ministère de l'Intérieur qui dit que 90% des femmes sont contentes. Bon, combien? Voilà, donc ça, ce n'est pas de la donnée sérieuse. En fait, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de plaintes. Donc ça, on le sait. Ça, c'est des données précises. Il y a une augmentation du nombre de plaintes. Qu'est-ce qui relève du fait que les femmes vont plus porter plainte? Ou qu'est-ce qui relève du fait qu'elles sont mieux accueillies? Ça, on ne peut pas le mesurer, en fait. Enfin, on ne l'a pas mesuré. Et si elles sont mieux accueillies, qu'est-ce qui relève de la poussée de la société civile? En 2018, avec le groupe F, qui était l'ancêtre de nous toutes, on avait lancé une enquête qui s'appelait Paye ta plainte, qui avait fait pas mal de bruit et qui avait fait pas mal réagir dans les commissariats et les gendarmeries, parce qu'on avait on avait rendu public 500 témoignages de femmes qui avaient été mal accueillies en commissariat et gendarmerie. Et cette pression médiatique, cette pression sociale, elle a évidemment, je veux dire, les policiers et les gendarmes, ils vivent pas dans une bulle, quoi. Donc, ils sont évidemment impactés par ça. Donc, qu'est-ce qui relève de ça ou qu'est-ce qui relève des formations qui sont mises en place? Pareil, on ne peut pas le mesurer. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas de formation massive et obligatoire des forces de l'ordre sur l'accueil de la parole. Ça n'existe pas. Voilà. Et moi, pour faire dans mon travail, on fait des formations des policiers et des gendarmes. Je vois bien qu'on est encore très, 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 très loin d'une culture commune, d'une homogénéité dans la prise en charge des victimes et dans la compréhension des mécanismes des violences. Tout le monde aujourd'hui s'accorde pour dire que, y compris à droite d'ailleurs, que nos libertés reculent. Est-ce que les droits des femmes, enfin sur la question des droits des femmes, ça recule aussi? Est-ce que les droits des femmes sont en danger ou est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas d'évolution positive? Alors là encore, c'est difficile. D'abord, ce n'est pas pareil dans le monde et en France. Dans le monde, on fait face quand même à des lobbies et notamment des lobbies religieux très importants et très inquiétants. Par exemple, pour l'anecdote, en 1995, il y a une grande conférence à Pékin qui s'appelle la conférence, donc c'est une grande conférence de l'ONU. Il y en a eu une avant à Rio sur le climat, il y en a une donc à Pékin sur les droits des femmes. C'est une grande conférence internationale qui élabore un texte de l'ONU sur la question des droits des femmes en général et des violences en particulier. Ça, c'est 1995. En 2015, on devait faire donc Pékin plus 20, d'accord, en 2015, et l'ONU devait réouvrir la plateforme pour renégocier le texte. En général, l'objectif, c'est d'avancer, en fait. En 2015, ils ont décidé de ne pas réouvrir le texte. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils le réouvraient, le rapport de force au niveau mondial était tellement moins favorable qu'en 1995, aux droits des femmes, je veux dire, qu'en fait, il y aurait eu des reculs dans le texte. Et donc, ils n'ont pas réouvert la négociation. Ça, c'est quand même complètement flippant. Et pour information d'ailleurs, il devait y avoir un sommet de l'ONU en 2020 qui, pour cause de crise sanitaire, a été reporté. Et Emmanuel Macron va accueillir en 2021 un sommet de l'ONU sur la question des droits des femmes et de la lutte contre les violences. Ça sera en juillet de l'année prochaine. Et donc, premier élément, sur la scène internationale, il y a des tensions très fortes et donc des risques de recul dans certains pays. On l'a vu récemment en Pologne, on le voit d'ailleurs en Pologne sur la question du droit à l'avortement. En France, moi, je ne dirais pas que ça recule spécifiquement sur les droits des femmes. Comme ça recule sur les questions sociales et sur les questions de liberté,
Ça a forcément un impact sur la question des droits des femmes, en fait, parce que tous les sujets ont un impact. Quand le chômage augmente, quand, par exemple, on va réduire les allocations chômage, d'accord, ça va forcément avoir un impact sur les inégalités sociales et donc sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est sûr. Sur la question des droits des femmes spécifiquement, moi, je ne dirais pas que ça recule quand même. Je dirais que ça n'avance pas du tout suffisamment. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que moi, alors après, je suis très optimiste. Donc, on aurait… Là, samedi, on a eu un live avec Valérie Rey-Robert, qui est autrice et militante féministe. On a eu des débats sur est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste. Bon, elle, c'était le volet pessimiste, moi, le volet optimiste. Moi, je suis hyper optimiste, en fait, parce que j'ai tellement l'impression que les mouvements sociaux qu'on est en train de vivre génèrent dans la société des bouleversements majeurs qui, même quand les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur, en fait, font évoluer les choses. J'ai tellement le sentiment que ça bouge à toute allure. Et pour ça, les médias sont assez intéressants à observer. Je veux dire, quand vous avez Le Monde qui fait sa une sur le crime d'inceste, c'est la première fois que le mot crime d'inceste, que cette expression-là, était à la une du journal Le Monde. C'est le signal qu'il se passe un truc. Quand l'an dernier, ils font un numéro spécial sur les féminicides, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Alors, ce n'est pas parfait tout le temps, parce qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas. Là, ils ont fait un grand article dans Le Monde Magazine sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la cuisine. Ils utilisent à plein de reprises les termes gestes déplacés, gestes inappropriés, qui banalisent en fait la réalité des violences. Donc, ce n'est pas parfait tout le temps. On n'a pas complètement gagné toutes les batailles. Mais quand même, ça avance tellement vite. Bon, alors, on a une dernière question, Caroline. Justement, c'est ton optimisme qu'on va travailler encore une fois. La dernière fois qu'on t'a reçu dans la Midinale, c'était le 15 mai 2017. Tu étais candidate citoyenne aux législatives. Quelle horreur! Non, quelle horreur! Me rappelez pas ça. Et surtout, c'était le lendemain de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Tu es optimiste pour 2022, justement? À qui il va passer le pouvoir, Emmanuel Macron? Oh là là. À lui-même. Là, c'est dur. Là, c'est très dur. Alors, moi, je suis très optimiste sur la question de l'égalité femmes-hommes. Je suis en dépression politique sur le reste. En fait, ma conviction, c'est que quand bien même la gauche, les écologistes, les mouvements sociaux réussissent à trouver un candidat ou une candidate unique, ma conviction, je vous préviens, c'est vraiment déprimant. C'est que même si on arrive à faire ça, ce qui franchement n'est pas gagné, même si on arrive à faire ça, je pense que le pays aujourd'hui n'est pas en état idéologique pour voter pour un candidat ou une candidate de gauche ou pour les écologistes. Et donc, d'ailleurs, moi, ça fait partie de mes projets pour les mois qui viennent, puisque, notamment à nous toutes, il y a plein de jeunes femmes qui prennent de l'espace, du pouvoir, des responsabilités. On va pouvoir passer petit à petit la main. Et dans les projets que moi j'ai, en fait, c'est justement de m'inspirer de quelque chose qu'on a fait à nous toutes, qui, pour moi, devrait inspirer la gauche et les écologistes. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'à nous toutes, depuis plusieurs mois, on a mis en place des formations sur Internet sur la question des violences. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, on a formé autour de 50 000 personnes à apprendre à détecter les violences, à comprendre les mécanismes des violences. Et c'est des formations qui, moi, je le ressens vraiment physiquement, ont eu un impact dans la société, dans le niveau de conscience. 50 000, ce n'est pas 10 millions de personnes, mais ça reste quand même un peu au-delà des militantes et militants féministes. Vous voyez, ça reste quand même de la masse, quoi. Et moi, je pense qu'une de nos missions dans les mois, les années qui viennent, c'est de préparer le pays à voter pour quelqu'un de radicalement de gauche et écologiste. Et ça, je pense que ça peut passer par ce qu'on a fait avec nous tous, c'est-à-dire des formations. Et donc, avec quelques copains, copines, j'en ai jamais parlé, donc j'en parle pour la première fois ici, on est en train, s'il y a des gens que ça intéresse, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Twitter pour en discuter. Avec des copains et des copines, on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas créer une sorte de plateforme de formation et de structuration idéologique, en fait, de nous, quoi. De refaire de l'éducation populaire, en fait. Pardon? Refaire de l'éducation populaire. Ouais, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une sorte d'abandon dans les partis politiques, les syndicats et les mouvements sociaux, d'abandon de cette dimension de formation. Quand moi j'ai commencé à militer dans un syndicat étudiant, tous les vendredis soirs, on avait une formation théorique. Tous les vendredis soirs. Mais genre, on était des vénères de la formation, quoi. C'était genre, et on était hyper structurés sur le fond, quoi. Et donc, pourquoi c'est important la formation? Parce que ça nous donnait d'abord des compétences intellectuelles, ça nous faisait réfléchir, ça nous faisait avancer, ça nous donnait de l'esprit critique pour être capable par ailleurs de critiquer nos chefs et de les dégager quand ils faisaient de la merde pour en mettre d'autres à la place. Bon. Donc ça nous donnait de l'esprit critique, ça nous donnait, et puis surtout, ça nous donnait des outils pour convaincre.
Et donc après, par capillarité, pour être de plus en plus nombreuses et nombreux à vouloir changer le monde. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai vu avec les formations Nous Toutes. C'est qu'au-delà de renforcer intellectuellement les gens, en fait, à chaque fois que vous formez quelqu'un, derrière, vous touchez 100 personnes qui vont être plus à même de changer le monde derrière et de s'engager. Et moi, donc, mon objectif, c'est de me dire que pour la présidentielle de 2022 et sans doute pour les années qui suivent, c'est de former, genre, je sais pas, 500 000 personnes. On se constitue un groupe de 500 000 personnes qui sont genre outillés idéologiquement sur les questions de droit du travail, sur les questions de liberté publique, sur les questions d'écologie, sur les questions de féminisme, sur les questions de lutte contre le racisme et toutes les discriminations, qui sont outillés, ça peut être aussi sur les retraites, sur le chômage, sur la santé, sur l'éducation, qui sont outillés intellectuellement et capables derrière de faire gagner un candidat ou une candidate de gauche à l'élection présidentielle. Ça paraît un bon bel agenda. J'ai trop envie de faire ça. Super. Merci à toi, Caroline. Merci beaucoup pour l'invitation.